Bonjour Claire, comment Bonjour vas-tu? Olivier. Très bien, très bien. Bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde. Moi, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui commence à arriver sur Twitch, sur LinkedIn aussi, puisqu'on stream sur mon LinkedIn et on stream aussi sur YouTube. Donc, on est un petit peu partout. Donc, c'est un nouveau format qu'on fait avec Claire. Claire, je te laisse expliquer le concept. Mhm. On vous présente aujourd'hui donc une nouvelle émission qui s'appelle No Code Crash Test. L'idée, c'est de tester le même use case sur différentes applications de no code pour pouvoir les comparer, jouer un peu avec et puis répondre à toutes vos questions, puisqu'on aura la chance d'accueillir des personnes qui gèrent ces applications et qui pourront aussi vous répondre à des questions plus spécifiques. Ouais, avec Claire, on avait eu la même idée et on s'est dit, tiens, on va le faire ensemble. Je trouve que c'est toujours assez difficile, moi, de comparer des outils ensemble. On a rarement le même usage, la même fonctionnalité, tout ça. Donc, on s'est dit sur un cas d'usage assez simple, on va vous expliquer tout à l'heure ce qu'on va faire, mais je pense que ça va déjà donner une idée de ce qu'on peut faire. Le cas d'usage, c'est ultra simple, hein, ça va être un formulaire. Vous allez voir ce qu'on va faire. Et là, on commence par un peu les app builders, on va dire. En premier, c'est Good Barber. On va bientôt accueillir nos invités. Et puis après, on va continuer. Je ne sais pas jusqu'où on va s'arrêter, parce que des solutions no code, je ne sais pas combien il y en a, mais sur le site de Pierre, il y en a combien maintenant des solutions no code de référencées? Au moins une quarantaine, je pense. Ouais. Donc, euh, donc au rythme de 2 par mois, vous n'avez pas fini de nous entendre si on tient le choc. Voilà. Donc voilà, on vous retrouve un mardi sur deux de 13h à 14h pour cette nouvelle émission. N'hésitez pas à poser Exactement. toutes vos questions. Et du coup, Et du coup, on peut accueillir nos invités. allez, go, je les invite. Bonjour. 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 Alors, attendez, je vous mets en grand. Hop Voilà. là. Bienvenue, Lésia et Jérôme. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors, je suis Jérôme Granados, je suis directeur marketing de Good Barber et je suis accompagné de Lézia. Bonjour à tous. Donc, Lésia Pied, responsable du design produit chez Good Barber. Bon, alors pour ça, vous êtes mis à deux pour répondre à nos questions, hein. Là, ça devrait aller. Je pense on va réussir notre crash test. On va réussir à aller jusqu'au bout, je pense. Pas de problème. Ça devrait bien se passer. Oui, ça va bien. On avait. Alors, on va voir Good Barber ce que c'est, mais Good Barber, j'ai déjà introduit. C'est un outil pour construire des apps. On vous a demandé 3 use cases un petit peu classiques et vous nous avez donné. Si on clique en même temps, Claire, pardon, je te laisse faire. Du coup, je vous laisse présenter trois use cases un petit peu classiques de Good Barber, même si c'est pas exhaustif, hein, parce qu'on peut faire plus de choses. On en parlera certainement un peu après, mais je trouvais ça intéressant et voilà. Allez-y, je vous laisse présenter les 3 cas. Ok, donc on vous a préparé trois cas d'usage que l'on retrouve assez fréquemment sur notre plateforme. Donc, Good Barber, c'est un outil no-code qui permet de créer des applications natives pour iOS, Android. On peut aussi faire des progressive web apps. Et parmi les cas d'usage que l'on retrouve fréquemment, celui-ci, le premier qu'on a sous les yeux, c'est créer une app avec un système d'abonnement, c'est-à-dire une app dans laquelle on veut monétiser son contenu et proposer du contenu premium à ses abonnés. Et la particularité, ce qui est assez intéressant, c'est que l'intégration qu'on a fait de cette feature, c'est qu'on utilise le système des achats intégrés, donc in-app purchase des plateformes, iOS et Android, ce qui permet à l'utilisateur final de s'abonner vraiment en un clic, comme il le fait quand il s'abonne à Netflix ou à Disney+. C'est vraiment le même process. Et toute la partie abonnement est gérée par la plateforme. Donc, c'est vraiment extrêmement intuitif pour l'utilisateur final. Ils connaissent ce système d'inscription
et ça favorise les taux de conversion, Ouais, l'engagement. on a vraiment une expérience native. Alors, ça fait partie des questions qu'on pose. C'est à la fin, avec Good Barber, on a une vraie application native qui est dans l'App Store. Alors là, Oui, c'est intégré avec le paiement, donc j'imagine que oui, parce que si on utilise Apple Pay ou l'équivalent, c'est que c'est complètement intégré. c'est complètement intégré, tout à fait. Et en sortie de l'utilisation du Builder, vous récupérez des fichiers exécutables que vous allez uploader dans les stores, donc le Play Store et l'App Store. Et ensuite, bon, il y a d'autres fonctionnalités qui sont proposées par l'outil, notamment le CMS intégré, qui vous permet de gérer vos contenus directement dans la plateforme, la gestion des commentaires utilisateurs, l'avantage de pouvoir consulter les contenus hors ligne et aussi récupérer du contenu envoyé par des utilisateurs. Donc ça, ce Et sont du coup, quelques le mode exemples. hors ligne, c'est tout est téléchargé ou en fait il y a un mode un peu de synchronisation en fait? Parce que ça c'est intéressant, c'est des trucs qui sont pas souvent en fait sur le hors ligne. J'en parlais encore hier sur une question de gestion d'application dans un salon par exemple. Et dans les salons, bah, vous devez en faire de temps en temps. Le Wi-Fi, un, il est super cher et deux, il marche pas. Donc, Ouais, souvent, le Wi-Fi a du mal dans les salons. Alors, le hors-ligne, on le gère à plusieurs niveaux. Déjà, quand vous allez construire votre application, vous allez la compiler pour la première fois, on fait un pré-caching des contenus qui sont déjà rentrés dans le back-office. C'est-à-dire que quand vous uploadez un build sur le store, il y a déjà des contenus qui sont embarqués dans l'appli. Si bien que quand l'utilisateur l'a téléchargé, la lance, il y a déjà quelque chose. Et ensuite, quand on a du réseau, on vient mettre à jour les contenus et ces contenus sont mis en cache. Si bien que quand on perd la connectivité, on a accès aux contenus qui ont été mis en cache au cours de l'utilisation de l'application. ok, super. Alors, on va regarder un deuxième use case, c'est le use case e-commerce. Alors, Si j'ai bien e-commerce, compris, c'est oui. vraiment un truc que vous avez. C'était un peu votre base de départ, un peu la brique e-commerce. Alors, c'est l'inverse, c'est le contenu. Ah oui, c'est vrai. C'est le C'était plan vraiment bien contenu au de début. Ouais. gestion de contenu. Donc, Good Barber est une boîte qui, au départ, permettait de faire des applications mobiles pour WordPress, pour simplifier, pour D'accord. transformer un site web en une application mobile. Et ensuite, on a enrichi le scope fonctionnel. Et donc là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une autre facette de l'utilisation du produit, c'est pour faire des apps de vente en ligne où on vend des produits physiques. Et alors, avec toute la gamme de fonctionnalités nécessaires pour ce genre d'application, avec la gestion de créneaux de livraison, si on veut faire du click and collect ou du delivery, des gestions de programmes de fidélité intégrés, des coupons de réduction, et plein de petites fonctionnalités qui permettent de rendre l'expérience utilisateur très agréable pour faire son shopping avec des boutons d'achat à nouveau ou un rappel de panier abandonné. Et la fonctionnalité phare qui fait qu'on a des taux de conversion et des taux de transfo assez importants sur ce type d'appli, c'est qu'on a le paiement un clic via Apple Pay, via Google Pay, comme c'est indiqué dans les commentaires, ou l'enregistrement simplement de sa carte bleue dans l'appli pour pouvoir faire de l'achat récurrent. Et ce qu'on constate, c'est que les gens qui utilisent Good Barber pour faire ce type d'appli, ils ont souvent une base de clients fidèles. Et c'est cette base de clients fidèles qui est utilisatrice de l'application. Donc la PWA permet de faire de la conquête et de conquérir de nouveaux clients. On ne va pas installer une appli pour faire un achat unitaire sur un site qu'on découvre. Mais si on est fidèle à la marque, le fait d'avoir l'application mobile native prend tout son sens, puisque, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous loguer. Vous loguez une fois et le login est persistant. Ouais. Ouais. Et donc, votre expérience d'achat, elle est complètement différente, en fait. Beaucoup plus agréable. On avait une question de Xavier, je pense sur la partie déconnectée. C'était quand tu dis cache, tu parles bien du local storage, c'est ça? Oui, c'est le local storage. Ok. Alors en fait, c'est le local storage de l'application du coup, parce qu'en fait, quand on parle de local storage, souvent c'est le côté web. Mais là, du coup, c'est plus du web. Enfin, tout est stocké dans l'application. C'est stocké et il y a une section dans l'appli qui permet de vider ce cache si on en a besoin. C'est un paramètre un peu avancé que l'on peut utiliser si on a besoin, ou si l'utilisateur final a besoin de vider le cache, il peut le faire. Super. Le troisième use case, du coup, c'est pour la prise de rendez-vous. Exactement, appli de rendez-vous. Donc là,
souvent des gens qui ont des commerces de proximité et qui reçoivent des clients, hein. Dans l'écran que l'on voit ici, c'est une application de santé bien-être, où là, on a la possibilité dans l'appli de prendre des rendez-vous et de proposer des créneaux qui sont disponibles et de gérer des calendriers multiples. Donc voilà un petit peu une autre façon d'utiliser Goodbarber. Et on a, alors j'ai listé quelques fonctionnalités comme les cartes de fidélité, le carte de membre, qui permettent de cumuler des points pour obtenir des avantages exclusifs si on est un client régulier. Et j'ai mentionné aussi le guide interactif, qui est une fonctionnalité qui est assez plébiscitée par les utilisateurs, enfin les admins des applis, parce qu'elle permet de créer, lors de la première expérience utilisateur, lors du onboarding dans l'application, de créer un guide qui permet de présenter. C'est un product tour, quoi, en fait. C'est ça, un product tour. Cool. Vous pouvez créer sur mesure, c'est vous qui le créez, en fait, et vous le mettez à disposition de vos utilisateurs finaux. C'est vachement bien pour l'onboarding, ça. Et du coup, là-dessus, quelque part, vous vous posez en concurrent avec des trucs par rapport à des trucs spécialisés, genre Planity, en fait. Planity, c'est une application qui permet de faire de la prise de rendez-vous pour les coiffeurs. Ils sont spécialisés sur les coiffeurs, hein. Mon coiffeur l'utilise, c'est pour ça que je connais. Mais en fait, vous cherchez un peu drainer tout le marché de ce truc-là, en fait. Alors, sur les coiffeurs, j'aurais un peu de mal à vous répondre, mais sinon, effectivement, on a des fonctionnalités qui se recoupent avec ces produits-là qui sont hyper verticaux, en fait. Donc, on n'a pas la prétention de couvrir tout le scope fonctionnel de ces produits, mais dans ce qu'on couvre en termes de fonctionnalités, on peut quand même faire déjà beaucoup de choses et répondre à pas mal de besoins de commerce de proximité qui veulent accueillir du public. Ouais, puis là, il y a le côté un peu plus personnalisable, où on peut mettre un peu de contenu. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont un peu différents aussi et qui permettent de ne pas avoir le même truc que tout le monde, quoi. Parce que sinon, tous ceux qui ont Planity, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. On doit changer la couleur et le logo, mais c'est à peu près tout, quoi. Oui, bon, après, ça a l'avantage des outils assez simples qui ont un but précis et qui rendent ce service-là. Et comme vous le dites, avec Goodbarber, on peut aller plus loin, on peut étoffer beaucoup plus son application et ce qu'on veut proposer à son utilisateur. Oui. Nickel. Ouais, c'est assez sympa. Ça a l'air joli, en tout cas. Alors, du coup, Olivier, on va peut-être présenter le use case que tu vas réaliser sous nos yeux. Go, c'est parti. Alors, l'idée du use case qu'on va faire, c'est quelque chose de vraiment très, très simple. C'est un formulaire, donc un formulaire de type public qui n'est pas derrière une authentification. On n'a pas prévu de parler d'authentification dans le use case, mais c'est intéressant d'en parler. Je crois que chez vous, justement, on peut faire on parlait tout à l'heure de gestion d'abonnement, tout ça, donc on peut faire des choses qui sont derrière des pages authentifiées. Donc là, l'idée, c'est un use case assez classique, c'est par exemple, on est une mairie et on veut une petite application pour faire la déclaration de problèmes sur la voirie. Donc il y a beaucoup de mairies qui font ça maintenant. Voilà, pour pouvoir déclencher des interventions. Il y a un problème, c'est un problème de nettoyage, c'est un problème de dégradation, c'est un problème d'usure, enfin, un nid de poule, j'en sais rien, voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre une photo. Après, quand on a pris une photo, de pouvoir déclarer rapidement un emplacement. Donc il y a un petit select, un petit champ texte, un petit champ email et puis il y a un petit champ nom en bas. Je n'ai pas pris la copie d'écran jusqu'en bas. Et puis un petit bouton submit. Voilà, beaucoup de petites choses en fait, pas que des petites choses, mais des mots de langage. En fait, pour faire un super formulaire clé en main pour une mairie, pour aller récolter de la donnée. Et puis après, l'idée, ça sera de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire de la donnée, où on peut la mettre, etc. Mais voilà, c'est ça un petit peu la base de notre sujet. Donc, si vous voulez, moi, je vous propose de regarder mon écran. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon écran, l'application. Alors, l'idée, c'est que j'essaye de me débrouiller, mais en fait, moi, j'ai quasiment rien regardé sur Goodbarber aujourd'hui. J'ai regardé quelques petites vidéos comme ça, rapidement. Et je compte bien sur le fait que vous me guidiez pour que j'arrive à mon objectif. Ça, c'est la partie crash test.
On va voir ça. D'abord, moi, ce que je trouve, j'ai l'impression plus de me retrouver dans un CMS, en fait. C'est assez marrant, mais là, je pense qu'on voit un petit peu l'historique sur la gestion de contenu et votre approche. Ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de voir sur les outils qui sont assez tech, où on est en mode construction. Et bah, quelque part, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est plus accessible, plus facile. Il y a une espèce de niveau qui est assez intéressant. Donc là, on a le contenu, la monétisation. Alors, est-ce que le menu qui est sur le côté change en fonction du type d'application qu'on a choisi? Alors, il change en fonction du type d'application. Si vous faites une application de contenu ou une application de e-commerce, donc là, c'est déjà un premier aiguillage. Et Ouais, ensuite, en fonction des fonctionnalités que vous allez choisir au moment de la construction de l'application ou après dans l'extension store, on va vous rajouter des éléments dans le menu ou pas. Parce que notre d'accord. objectif à la base, c'est d'avoir un menu le plus simple, le plus épuré possible pour ne pas perturber l'utilisateur dans sa découverte de Good Barber. Et ensuite, au fur et à mesure, on enrichit quand il demande des fonctionnalités supplémentaires. Ouais. J'avais une petite question. Là, je suis sur la page avec. Alors, j'espère que vous le voyez sur votre écran. Ouais, ouais. Oui. Claire, on voit, ouais, parce que je sais pas du tout j'ai pas, ce que j'ai partagé ou pas. Donc là, c'est tous les templates. En fait, il y a pas mal de templates. Les templates sont en anglais. On peut les avoir en français ou pas, en fait? Alors, Oui, oui, oui. Là, vous êtes sur la version anglaise du site. ouais, j'ai vu alors, moi, ça tombe tout le temps sur la version anglaise. Il faut switcher ici sur la version Voilà. française. Ah voilà, et là, on a créé une app. Et ah voilà, OK. Et là, on a les templates en français. Très bien, parfait, nickel. Donc, moi, je suis passé. Je crois que j'ai pris, je ne sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris Et, cours en ligne, en fait, je crois. je pense que vous avez Non. pris plutôt la dernière. Other Content? Ah voilà, c'est ça, c'est Other Content. Neutre. Ouais, je me suis dit. C'est OK. Je fais la autre plus chose. neutre. Mhm. Donc après, bon, je vais pas le créer comme ça, mais en fait, c'est assez sympa. Le truc, c'est très rapide. Il y a un côté très rapide et puis il y a un côté où on arrive tout de suite sur un résultat. Et ça, c'est intéressant parce que ça, je l'ai eu direct. On a notre prévisualisation ici pour le faire fonctionner. Alors c'est marrant parce qu'on parle beaucoup mobile, mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait une petite version web ici quand même. Absolument, oui. C'est la Progressive Web App, donc Ouais, la version web qui s'adapte aux différents formats d'écran. Elle est conçue en premier lieu pour les écrans mobiles, mais on l'a déclinée pour qu'elle soit accessible aussi ouais, ok. sur tablette et sur desktop. Ouais, ouais. Ok, ouais, donc par exemple, pour une version, on a toujours le menu mobile en fait. Ok, donc c'est une version, elle est accessible sans être optimisée, du coup, c'est vraiment un mobile first, quoi. Ça dépend. Là, ça dépend du mode de navigation que vous avez choisi. Ici, vous avez choisi un mode de D'accord. navigation swipe. Mais si vous Ouais, prenez un mode de navigation tab bar, donc en mobile, vous allez avoir en bas vos icônes d'accès à vos sections principales de l'appli. ouais, ouais. Si vous switchez en mode desktop, automatiquement, on va vous créer le menu dans le header du site. Si vous Ok. voulez, notre philosophie à Ouais, chaque ok. fois, c'est de faire en sorte que vous paramétriez une fois votre app et que ce soit le système qui se charge de le décliner pour les différentes tailles d'écran. Voilà. Ok. Ouais, Pas que vous ayez à refaire le travail plusieurs fois. ouais, Après, ouais. on Mais propose quand même des options avancées de customisation. Par exemple, pour le swipe, pour le menu swipe sur mobile, sur desktop, on le voit souvent ouvert par défaut. Donc, on a cette ouais, option-là également pour ajuster aussi ouais, selon le device. ouais. Ok. Non, c'est cool. C'est On cool, a c'est cool. Xavier qui nous demande par rapport à Glide ce qu'on en pense. Donc Xavier, on te répondra quand on aura quand on aura testé Glide Exactement. dans Je pense quelques que semaines. l'approche est complètement différente, hein, mais Et c'est pas du tout la même philosophie. ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure Ouais, de, ouais. de, Là, de la. on est proche du CMS en fait. Enfin, pour moi, c'est un petit peu ça. On est un peu plus proche du côté CMS qui serait dédié à faire des applications mobiles avec des fonctionnalités avancées et toute l'approche no-code. Parce que dans les CMS un peu traditionnels, il n'y avait pas le côté no-code, quoi. C'était pas le système, quoi. Enfin, WordPress, c'est pas du tout no-code, quoi. Alors, on va attaquer sur notre formulaire parce qu'il faut quand même qu'on attaque sur notre Bah formulaire. ouais. On peut Et avoir le comment temps je de fais pour découvrir. faire mon formulaire du coup? Alors moi, comme ça, j'irai par là, mais je sais pas si c'est la bonne approche. Parfait. Vous êtes sur le bon chemin. Ok. Je fais add a section. Oui. Alors, Ok. oui.
Good. Et alors, juste pour préciser, hein, vous avez l'interface en anglais parce que lorsque vous avez créé votre projet, vous étiez sur le site en Ouais, tout en anglais. anglais. Mm. Et Ouais. du coup, ça a été créé en anglais. Mais si vous aviez Ouais. créé le site depuis la version française, J'ai vous vu qu'on auriez pouvait changer. J'ai Voilà. vu qu'on oui, pouvait c'est changer. la langue de l'interface ici, tout à fait. Voilà, ouais, j'ai vu. Ouais, ça c'est assez, c'est bien d'ailleurs parce que quand on veut mettre les mains, enfin, quand on veut donner un outil no-code à des utilisateurs finaux directement, c'est quand même intéressant de l'avoir en français. Ça fait partie des critiques moi que j'ai régulièrement quand je rencontre des utilisateurs, ils disent ah ouais mais bon c'est pas en français, tout ça. Mm. Donc voilà, je suis en français. C'est intéressant de le signaler. Alors là, moi, de base, j'irais chercher un formulaire. Est-ce que c'est la bonne solution? Absolument. Formulaire, c'est Allez, la go, première extension que vous c'est voyez. parti. Euh, on va appeler ça signaler. J'imagine que ça, c'est le nom du menu. Oui. Signaler un problème. Hop, afficher la section, ajouter la section. Tac. Donc là, voilà, il est là maintenant. Et là, je suis sur mon formulaire directement. Tout à fait. Oui. Donc, allez, on y va. Ajouter un élément, eh bien, on va commencer. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Ça, c'est une partie CMS, en fait, au préalable. OK. Donc ça, c'est la page de votre formulaire. Donc vous allez rédiger ce que vous voulez que l'utilisateur voit. Voilà. Vous avez constaté un problème dans votre ville. Signalez-le nous pour que nous intervenions rapidement. Voilà, OK. Donc ça, c'est la partie CMS. Vous n'avez pas encore de champ. Cliquez sur l'élément du panel. Ah oui, d'accord, ici. OK. Alors, mon premier champ, c'est une photo. Donc, du coup, c'est un fichier ou il y a quelque chose de spécial pour ça? C'est un fichier, oui, tout à fait. OK. Ouais. Ah, super, et là, tu vas pouvoir choisir le type. Blablabla. Bla, bla, bla. Ah oui, OK. Photo. Ah oui, c'est obligatoire. Hop. Du coup, là, ça va être prenez la photo. Quelque chose de ce goût-là, je pense. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Photo. Voilà. Donc maintenant, je retourne là. Alors, je signale que j'ai vraiment jamais essayé. C'est quand même facile d'accès quand même. Je dois dire que c'est pas un truc qui est facile, les gestionnaires de formulaires, c'est pas toujours évident, mais là, ça marche bien. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'avais des Tu avais boutons un radio. QCM, ouais, Donc avec tiens, l'emplacement. on va mettre une case à cocher. Tac. Emplacement. Hop. Bon, on va toujours mettre un petit blablabla ici, juste pour le principe, pour voir où c'est. Qu'est-ce que j'avais mis? Voirie. Façade. Ouais. Trottoir. Et de T, Et je me rappelle jamais. mobilier. Hop. Mobilier. Alors, je ne me souviens plus du use case, mais il me semble c'est pas un choix multiple hein, que vous proposez. Ouais, alors en fait, dans mon idée, c'était un choix multiple. Peut-être que je ne l'ai pas mis en choix multiple dans le truc, mais dans mon idée, c'était un choix multiple. Donc autant l'avoir en choix multiple. Parce que on peut avoir des gradations qui sont à plusieurs endroits. Donc, ouais. Alors après, j'ai vu en fait, hein, il aurait fallu que je prenne des boutons radio si c'était pas des choix multiples. Est-ce qu'on peut changer un type? Non, ça faut le refaire en fait. Non, vous Non, ne pouvez pas non. le changer, il faut le refaire. Ah, ok. Non, mais c'est pas. Alors après, qu'est-ce Après, qu'on tu as un a? champ de texte pour mettre les détails. Alors, paragraphe, j'imagine. Ok. Détail. Voilà. Hop. Placeholder, blablabla. Enfin, placeholder, c'est toujours bien de mettre un placeholder. Il faut mettre des placeholders. Euh, Indiquez-nous tous les détails utiles. le problème est, voilà. Hop. Ensuite, Ensuite, on a l'adresse mail pour être on a averti de l'adresse l'avancée. email. Adresse email. Pour être averti
lors de la bon, je mets n'importe quoi, hein. Régularisation du problème. Hop, laissez-nous Alors celui-là, il n'est pas obligatoire du coup. email. Exact. Voilà. Et le nom. Votre nom. Il y a un champ spécial nom en fait. Oui, alors c'est un champ spécial. Pourquoi? Parce que si vous utilisez l'add-on authentification dans l'application, si la personne est déjà authentifiée dans l'appli, ce champ il sera pré-rempli avec son nom. Elle n'aura pas besoin de le saisir. Ok, d'accord. Nickel. Pareil pour l'email. Pareil pour l'email. Ok, super. Super. Là, j'ai tout du coup. C'est bon. Il nous manque un bouton pour envoyer. Est-ce qu'il y a un Peut-être bouton? déjà. Est-ce qu'il faut ajouter un bouton? Peut-être dans les Automatique, paramètres. le Vous bouton. n'avez pas besoin de le chercher, il y est automatiquement en fait. Ouais. Ok. Donc ça, on peut recevoir, moi je peux recevoir quelque chose du coup, j'imagine. Oui. Message de succès, merci. Xavier qui nous dit que c'est vrai que ça fait un peu penser au back-office de WordPress. Moi, j'aime pas WordPress, donc Oui, voilà, c'est je ne dirai rien. c'est un Je ne compliment, dirai Xavier. rien. Alors, quelle est la différence entre le message de succès et le message de confirmation? Alors, le message de succès, il apparaît lorsque le formulaire a été posté. Le message de confirmation, il va apparaître avant l'envoi du formulaire, c'est-à-dire qu'on va vous demander de confirmer votre envoi. D'accord, ok. Ok, c'est clair. Nous avons enregistré votre demande. Du coup, pouvez-vous vérifier les informations et confirmer l'envoi de votre demande. Hop. Et après, on peut choisir où est-ce qu'on va. Donc, soit un truc externe, soit une page. Bon, là, on va faire rien, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et au-dessus, vous avez une option également, confirmation du formulaire. Soit vous le faites par un simple pop-up, confirmer l'envoi. Soit vous avez une page de prévisualisation qui permet de vérifier les données que vous avez rentrées. Ça peut être pratique pour une mairie, par exemple, pour éviter de On va ça fait faire une ça. petite barrière aussi, quoi. Ouais. Que les gens voient pas trop facilement des choses. Aussi. Ok. Au niveau de l'email du destinataire, vous pouvez en ajouter plusieurs, séparés par des virgules. Parce que souvent, c'est intéressant que l'info soit envoyée à plusieurs personnes dans des services différents. Dans la mairie, par exemple, c'est possible de le faire ici. Ouais, ok. Prévisualisation. La charge. Allez. C'est l'effet des mots. C'est l'effet. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Xavier nous dit que c'était ni un complément ni une critique. Juste que ça lui a fait penser. Des mots parce que nous avons des travaux qui se sont déclenchés au-dessus de notre tête là, et c'est assez désagréable. J'espère que ça ne perturbe pas le live. Non, ça va. Pas de souci. J'essaie de jongler en coupant le micro. Je vais l'enregistrer. Est-ce que c'est parce que je ne l'avais pas enregistré? Bon, je ne sais pas pourquoi il met un mode. Vous pouvez aller retourner dans. Enregistrez-le et nous, on va poster du contenu du coup. Ouais, ok. Il est enregistré, mais en fait, je ne peux pas passer en prévisualisation. Je ne sais pas pourquoi. Retourner en attendant dans mon app. Ouais, voilà. Alors, je vais aller là, signaler un problème. Voilà, là, je l'ai. Bon, ok. D'accord. Donc là, vous pouvez m'envoyer un petit truc. Bon, moi, je vais montrer, hein, mais. Vous pouvez interagir avec le formulaire, il n'y a pas de souci. Tiens, je vais prendre une jolie petite photo, voilà. C'est tout classique. Voilà. Hop. Hop. Envoyer. Donc, cette action c'est ce que vous m'avez dit, c'est qu'on ne peut pas envoyer un formulaire en preview. Nous, on est en train de le faire. Là, on est en train de poster du contenu, de répondre au formulaire, en fait. Et vous allez pouvoir exploiter les réponses. Alors, pour le tester, en fait,
moi, il aurait fallu que je passe par l'application iOS, c'est ça? Ou l'application Android. Donc, vous voyez Et ici. le PWA, j'aurais pu utiliser le PWA aussi, non? Bien sûr, vous Aussi. pouvez aussi. Tout à fait. Ouais, mais pas là, du coup. Enfin, ouais, Non, faut prendre une version publiée. oui, mais vous pouvez le faire, hein, vous pouvez la publier. Vous pouvez la publier le temps que… Ok. Hop, publier ma PWA. Voilà, elle est en cours de génération, ça prend Ouais. quelques minutes. Et si vous allez dans le menu App Android ou le menu App iOS et que vous allez dans le sous-menu Tester, là, vous avez un QR code pour télécharger une appli qui vous permet de tester la version native en direct. Et c'est cette appli d'ailleurs qu'on est en train d'utiliser pour poster le contenu, nous. Ouais. Donc ça, c'est un outil de prévisualisation. Donc je l'ai installé, j'ai testé rapidement tout à l'heure. Donc on met TestFlight et après on voit toutes nos applications et on peut les tester en réel. Et du coup là, j'aurais pu tester le formulaire en entier. Ce que je voulais rajouter par rapport au formulaire, dans le cas d'usage présent, généralement la mairie elle a besoin de savoir où se trouve le problème. Ouais. Donc vous auriez pu rajouter un champ de type adresse. Et Ouais. ce champ de type adresse, quand on est sur son téléphone, on peut automatiquement renseigner l'adresse par un simple clic, puisqu'on connaît la position géographique du téléphone. Ok. Et on cette va le info faire. ensuite peut être exploitée derrière pour aller traiter le problème. On va le faire. Alors, comment est-ce que je remodifie mon petit formulaire, moi? Alors, vous avez un bouton modifier. soit vous cliquez sur modifier dans la preview, là. Là? Ok. Oui. Et vous faites modifier le formulaire. Ah, voilà. Ok. C'est le petit Vous astuce. pouvez rajouter votre champ de type adresse. Voilà. Sinon, vous pouviez aller par le menu de gauche contenu, liste de contenu. Là, vous aviez, comme un CMS classique, la liste de votre contenu dans l'appli. Ouais, mais je peux. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'aurais pu. Il est là. Voilà. Ok. Il Là, est il là. est là. Ouais. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Alors, on va mettre notre petit champ adresse. Voilà. Voilà. Pays sélectionné, nanana, saisie obligatoire, autocomplétion avec la géolocalisation. C'est ça dont je Ok. vous parlais. Voilà. Et du coup, je peux faire un petit drag and drop. Voilà. Hop. On va le mettre ici. Tac. Sauvegarder. Ah, bah c'est sympa ça. Le petit bouton prévisualisé. Bon, il veut tout le temps pas celui-là. Ah si, justement, il me demande l'autorisation pour la géoloc. Ah bah il m'a géolocalisé. Nickel. Okay. Donc là, la PWA est toujours en cours de génération. Alors, pendant ce temps, nous avons posté du contenu. Donc, si vous voulez y avoir accès. J'imagine que c'est quelque part par ici. Voilà, liste du contenu. Et vous voyez qu'il y a déjà 2 réponses disponibles. Voilà. Alors, l'endroit, forcément, n'est pas rempli parce que le champ adresse n'était pas ajouté au moment où nous avons posté. Ouais. Ce qui vous montre que vous pouvez rajouter des champs, il n'y a pas de problème. Hein, c'est dynamiquement, les champs ont été rajoutés et ça n'a pas cassé votre modèle de données et tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à d'autres solutions où il aurait fallu tout refaire des mappings, etc. Là, ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez regarder les résultats réponse par réponse dans la vue que vous êtes en train de consulter, ou exporter l'ensemble des réponses via un fichier CSV. Ok. Et normalement, je dois aussi l'avoir reçu par email. À chaque fois que vous recevez une réponse, vous avez un email qui vous notifie pour vous dire qu'une nouvelle réponse est arrivée. Et j'ai bien eu ma petite réponse. Nickel. Et j'ai ma photo accessible directement. Ok, nickel. Et donc, vous voyez que tout ce workflow, en fait, il est disponible automatiquement. Et c'est là où on voit la différence de philosophie avec d'autres outils, no code, où il est nécessaire de créer tout ce workflow. Il faut penser à ça. Et le temps de construction et d'apprentissage est beaucoup plus long. Alors certes, ça offre plus de flexibilité, mais d'un autre côté, la courbe d'apprentissage est plus compliquée. Non, mais c'est sympa. Parce qu'effectivement, là, ça va. Enfin, pour le coup, on avait prévu plus de temps avec Claire. On est large. On est large. Et du coup, on nous demande si on peut lier Good Barber à une base de données externe, du coup, pour envoyer automatiquement, j'imagine, Mathieu, les réponses éventuellement dans une base ailleurs pour qu'elles soient traitées ailleurs si tout le monde n'a pas accès au contenu. Alors, donc
Donc là, vous avez il y a plusieurs approches pour répondre à ce besoin. Première approche, vous pourriez faire en sorte d'aller remplir directement la base de données externe depuis l'application. Et donc, à ce moment-là, vous choisiriez une extension comme Airtable, par exemple, parmi la liste des extensions qui sont proposées, mais il y en a d'autres. Donc là, vous allez directement aller alimenter votre Airtable. Alors, Ou celui-là, alors, c'est les données Airtable. Mais alors, du coup, ça met un formulaire Airtable ou non? C'est toujours le. Si, c'est un formulaire Airtable, du coup, celui-là. formulaire Airtable directement, Ok, d'accord. qui vient être ajouté dans l'application. Ouais. Et l'autre possibilité, ça pourrait être de venir développer directement le formulaire, mais là, on s'écarte de notre domaine no-code, il faut un peu plus de compétences techniques. Donc ça, c'est possible avec une section qui s'appelle la section Custom Code, en fait, qui permet de créer un plugin. Alors, édition avancée, c'est plus pour des paramètres design. Ok, d'accord. Alors, si vous remontez, il y a une petite collection. Personnalisez votre app sans limite. Vous avez cette collection éditoriale. Le gros bloc, Olivier. Gros bloc. C'était trop gros. Ouais, ouais. C'était trop gros. Et donc, vous allez avoir un accès vers cette extension. Voilà, c'est celle-ci, section Custom Code. D'accord, ok. Donc, du Voilà. coup, là, on peut faire vraiment des trucs super spécifiques, en fait. Voilà, exactement. On sort du côté no-code et là. Et du coup, on développe ça en quoi, en fait? C'est c'est marqué. En techno-web. Du HTML. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut se connecter par contre avec un make ou via une API pour récupérer du contenu, interagir, charger du contenu aussi dans le CMS, j'imagine? Oui, alors, il y a la possibilité d'utiliser les API Make. On a un certain nombre d'actions et de triggers qui sont disponibles. C'est la même chose? Je peux cliquer, il y a les mêmes actions et les mêmes triggers sur les deux? Il y a les mêmes actions et les mêmes triggers. Et avec Make, vous pouvez aussi directement accéder à notre API. Ok. Une possibilité qu'offre, Zapier aussi, mais Make le met un peu plus en avant. Donc, vous avez la liste des triggers et des actions juste en dessous. Ok. Donc, new user, new prospect, new active subscriber, new experience, un new appointment. Ok, d'accord. Il n'y a pas encore les formulaires. Il n'y a pas encore les formulaires, non. Il n'y a pas encore les formulaires. Et dans les actions, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs à des groupes, envoyer des notifications push, trouver des prospects, des clients et faire des appels API aussi. Ouais, c'est pas mal. Il y a pas mal d'actions du coup, parce qu'on peut réinjecter des trucs dans l'autre sens. C'est pas mal aussi ça. C'est cool. C'est cool. Ça, c'est assez sympa. Ok, super. Il y a un paquet d'extensions quand Il y a même. une question sur les API. Donc, il y a deux API qui sont dispo. Une API pour le e-commerce et une API pour la partie contenu. Ouais. Donc, du coup, pour le e-commerce, on peut gérer le catalogue pour faire des synchros, des choses comme ça, c'est possible? Absolument. Oui, on peut gérer, on peut synchroniser le catalogue. On peut aussi intervenir sur le programme de fidélité, les coupons de réduction. Ouais, ok. Et les commandes. Intéressant. Push notification. On peut faire des e-beacons. J'adorais cette techno, c'est assez peu utilisé. C'était très prometteur et au final, c'est utilisé pour des applications qui sont vraiment très spécifiques. Alors, le cas d'usage qu'on trouve chez nous, souvent, c'est un musée qui veut faire un audio guide et qui met les beacons derrière les tableaux ou derrière les œuvres. Et quand on s'approche, du coup, on a une notification sur l'application qui permet d'aller consulter une section de type podcast et d'écouter le commentaire sur l'œuvre. Alors, pourquoi ça marche bien dans ce cas d'usage-là? Parce que l'application est ouverte, puisque le visiteur a l'application dans la main et elle est dans le foreground de l'OS. Et donc, du coup, toutes ces notifs sont reçus. Moi, de mon côté, j'avais testé un peu plus la partie live. Donc, on va pouvoir faire l'application des live No Code France. Ouais, carrément. Exprès.
Avec, Et du coup, alors on n'a pas du tout parlé GDPR, stockage des données, tout ça. Est-ce qu'on peut, parce que dans notre formulaire, théoriquement, Olivier, on aurait dû récupérer le consentement de notre utilisateur pour que ces données tu as soient traitées. raison. Ça ne va pas du Oui. tout. Alors du coup, comment on peut gérer cette partie GDPR? Est-ce qu'on rajoute un petit champ case à cocher? Est-ce qu'il y a Vous autre pouvez chose le traiter comme ceci, en gérant un champ case à cocher que vous rendez obligatoire et vous ne mettez qu'une seule case, en fait, où vous allez récupérer le consentement de l'utilisateur et s'il ne la coche pas, il ne pourra pas poster le formulaire. Donc ça, c'est une première façon de faire. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est en ajoutant une section d'authentification dans l'appli. Mais on a dit dès le départ qu'on ne voulait pas aller dans cette voie, mais j'en parle un petit peu quand même, où vous allez pouvoir demander à accepter les conditions d'utilisation de l'application pour pouvoir poursuivre. Et donc, du coup, vous auriez mis la section formulaire, vous auriez fait de la section formulaire une section restreinte et accessible uniquement aux gens authentifiés dans l'app. Et dans les paramètres du back-office, donc quand Olivier aura fini, on pourra aller dans le menu paramètres qui est en bas à gauche. Regarde juste, voilà, case à cocher. Paramètres, ouais, j'y suis. Paramètres, il y a un menu dédié qui s'appelle confidentialité des données, dans lequel vous allez pouvoir déclarer qui est votre DPO et dans lequel vous allez pouvoir consulter le data processing addendum qui explique en fait comment sont traitées les données, comment Goodbarber traite les données, puisque Goodbarber, lui, n'est que sous-traitant. Le responsable des données et l'éditeur de l'application. Oui, bien sûr. On peut avoir un petit pop-up cookie même intégré. Ouais, c'est bien, c'est nickel, ça, c'est pas mal. Ouais. C'est propre, cette pratique. partie est traitée dans ce menu-là. Et on met également à disposition des sections TOS. Donc là, vous allez aller, c'est dans confidentialité des données. Voilà. Vous l'aviez, oui. Voilà, c'est conditions générales. Non, conditions générales, pardon. Ah, il y a un petit truc conditions générales. Conditions générales, ok. Des tables, n'est-ce pas? Voilà, ok, et là, vous allez activer du coup les sections CGS dans votre appli. Ouais. Donc, politique et ça va générer des menus dans votre menu ou les mettre accessibles via la home, via divers endroits. Si vous descendez un petit peu dans le formulaire et vous cliquez sur le bouton bleu au lieu de faire blablabla, on va vous oh là là. On va vous proposer un template en fait. Ah, voilà. super. À partir de là, vous allez l'éditer. Ah, bien, ça va gagner un petit peu de temps, ça. Et là, il y en a aussi. Allez, bing. Hop. Parfait. Et donc là, si vous retournez dans mon app, alors, là, ajouter. Voilà, et là, on a les conditions générales de service. Voilà, C'est ça. nickel. Et puis l'autre, ok. Super. Super, super. Bon, moi, j'aime bien quand c'est écrit en tout petit, hein, mais... Alors, sachant que là, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans tout ça, mais que j'ai vu qu'il y avait possibilité de gérer, enfin, toute la partie mise en page de l'application, couleur et tout ça, de le gérer globalement dans l'appli et du coup, de changer. Voilà, si tu vas sur couleur et police, il y a plusieurs choses. Donc là, c'est vraiment des thèmes, mais même si tu vas sur couleur et police… Déjà, il y a un paquet de thèmes, hein. Ça, c'est quand même assez cool. Et ce que je trouve pas mal aussi, c'est que les thèmes, souvent, des fois, les thèmes, ils sont très marqués sur, sur un métier. Et là, en fait, c'est des thèmes qui sont quand même assez génériques, plutôt pas mal. Vous avez de tout. En fait, on a des thèmes qui peuvent être, qui peuvent correspondre à une catégorie d'appli ou alors des thèmes plutôt génériques. Et en fait, Goodbarber, il va fonctionner par strats. Vous allez avoir vraiment là le changement global que vous avez fait, le thème, qui a une combinaison de couleurs, de formes et de polices. Après, vous pouvez décorréler cela et changer globalement soit les couleurs, soit les polices. Et enfin, il y a le niveau en dessous où chaque vue peut être personnalisée. Vous pouvez éditer dans chaque vue, dans chaque template, les couleurs, les polices, etc. Et bien sûr, il y a le dernier niveau, mais ça, c'est pour les experts, c'est l'édition avancée. C'est une extension qu'on a vue tout à l'heure qui permet de rentrer
Dans le fichier de dans le paramétrage des fichier de vues, en fait. paramétrage des vues. Voilà. Ok. Donc là, Et ce qu'on Donc essaie voilà, de là, c'est là en fait, hein, design de la section. Ouais. voilà. Donc là, pour le coup, la section formulaire n'a pas de template puisque vous construisez la vue avec Ouais. les champs. Mais si vous allez dans une autre section alors voilà, là, vous avez un exemple de détail de Ouais, panel. c'est excellent. Hein. Tout est décrochable. Voilà, au départ, donc là, vous avez le panel, bien sûr, des Google Des Fonts, Google la Fonts. librairie Google Fonts, mais vous pouvez également mettre votre propre police, Ouais. caractère. Et là, du coup, si vous allez dans votre menu, autre part, si vous naviguez un peu dans votre API, voilà, par exemple, voilà, blog, et que là, vous faites modifier, éditer, voilà, toujours le même principe, ouais, c'est ça. Et là, vous allez avoir le système de template. Ah Donc, oui, ok. On a les modèles de mise en forme aussi qui peuvent être différents. Ah ok, sympa. donc, il y en a un certain nombre parce Ouais. que ben, justement, ça correspond à des cas d'usage différents. Là, dans un cas de mairie, vous allez plus partir sur une template classique. Et par exemple, la toute première qu'on propose, qui s'appelle la template immersive, enfin, pardon, j'étais plus dans le. Mais elles sont plus modernes, voilà, la immersive, par exemple, elle est carrément un peu au visuel TikTok, vous voyez, le défilement, même. Ouais, c'est sympa. Ouais. Là, on ne peut pas trop le voir dans la preview, mais sur le natif, vous avez cet effet de transition et cette accroche. Vous voyez, donc tout est. Voilà, là, on le voit un peu quand même. Ouais, on peut slider, machin, etc. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est assez cool quand même. Je dois dire, sur le côté design, il y a des trucs qui sont plutôt chouettes, quoi. Hein. Voilà, donc, pour les gens qui ne sont pas trop à l'aise avec le design, ils vont plutôt utiliser la modification globale. Mais après, pour les designers comme moi, par exemple, ils vont vouloir aller modifier chaque icône, mettre leur propre fonte. Vous voyez, donc tout ça, c'est accessible. Mais avec différents niveaux, quoi. Et vous avez la même chose sur les vues de détail. Donc là, on est sur une vue liste pour cette section blog. Mais vous avez le même principe de paramétrage de template pour la vue de détail. Donc, c'est cette page d'article que vous avez dans le panel. Revenez en arrière. Là, je suis dessus, là, non? Dans le panel sur la droite, plutôt que dans la preview. Alors, pardon, là. Non. Sur la droite. L'autre droite. L'autre droite. Ouais. Faites le blog en haut. Blog en haut, vous revenez d'un cran. En fait. Et vous avez d'accord. Voilà. Et donc, ici, vous avez le même principe d'édition des pages de détail. Avec ce qu'on appelle donc les toolbars, qui est donc les modèles les plus répandus, avec la toolbar down, l'effet banner. Après, vous avez des effets parallaxe dans les apps natives. Et toutes les actions sont bien sûr personnalisables un peu plus bas. Les actions que vous allez proposer à l'utilisateur. Ouais, voilà, ça on peut, si on ne veut pas lui permettre de changer le truc. C'est Commentaire. Next article, moi je suppose que c'est parce que j'en ai pas. Ouais, ok. Ouais, c'est surtout que c'est Next article, ça se voit sur la vue desktop uniquement. D'accord, ok. Il y a une d'ordinateur à côté qui est là pour essayer de le suggérer. Sympa. Alors moi, la petite fonction que j'ai trouvée très sympa dans la partie configuration du design au niveau global de l'appli, c'est que ça te suggère des palettes de couleurs harmonisées. Et ça, c'est quand même sympa parce que du coup, on peut passer quelques heures à trouver la bonne palette de couleurs. C'est vrai que c'est alors, c'est dans couleur et police. C'est dans le premier. J'ai pas entendu, pardon. Le premier, couleur et police. Couleur et police. Et là, vous avez palette magique, en fait. Palette magique. Des affichages selon vos goûts aussi. Alors ça, c'est les thèmes, c'est les couleurs des thèmes par défaut que vous voyez. Vous pouvez créer votre thème personnalisé aussi, qu'on a vu au bout. Et ça, c'est ce qu'on appelle la palette magique qui vous aide un peu. Un petit truc, quoi. On joue, en fait, jusqu'à ce que ça nous plaise, quoi. C'est ça. Voilà. Une solution. Après, une fois que vous avez trouvé, dans ce panel, on a donc cette modification globale où on peut éditer les 4 couleurs en haut qui vont se changer automatiquement en dessous, ou bien éditer chaque couleur en bas. C'est vrai que dans les apps, moi je trouve que globalement, dans tout ce qui est no code et de façon générale dans une application, une des grandes difficultés, c'est d'arriver à équilibrer
les fonctionnalités entre les utilisateurs débutants qui veulent pas aller trop loin dans la personnalisation, ou au contraire, arriver à servir les utilisateurs qui, eux, ont envie d'aller pinailler dans le moindre détail, etc., etc. Et là, vous avez, c'est plutôt bien fait, je trouve. Vous avez quand même un niveau où on applique un thème et puis voilà. Après, un autre niveau où on peut un peu personnaliser. Puis après, on descend et puis on peut aller jusqu'à aller faire du CSS, j'imagine, ou quelque chose qui ressemble, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est cool. On approche de la fin. Et On va vous peut-être proposez parler prix aussi. Ah ouais. Combien ça coûte maintenant qu'on est conquis? Maintenant. Alors, ça fonctionne sous compte abonnement et ça démarre à 30 € par mois et ça peut aller jusqu'à 200 € par mois si vous êtes une agence et que vous voulez utiliser la solution pour faire un nombre illimité d'applications pour vos clients. Ok. Donc, voilà un peu la gamme de prix. Donc ça, ouais, avec pour 215 €, on fait autant d'applications qu'on veut, quoi. On est une petite agence et on vend à des artisans et avec ça, on peut leur faire autant d'applications qu'on aimerait, quoi. Voilà, autant d'applications de contenu que vous voulez. Si vous voulez avoir la possibilité de faire du contenu ou du e-commerce ou du e-commerce, c'est un peu plus cher, c'est autour des 300. Ok. On peut faire voir plus là pour voir le détail des offres là. Ok, voir plus. Donc ça, c'est la partie seller. Vous avez même du one time. Et on a du one beaucoup time. plus cher. Voilà. Ça vous permet d'avoir accès à la solution pendant 10 ans. D'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, et alors, la partie publication, après, derrière, dans l'App Store, comment ça se passe? Vous accompagnez là-dessus ou il faut vraiment qu'on se débrouille ou, Alors, vous avez le choix. Soit vous le faites seul, et donc là, vous êtes guidé par des aides en ligne qui sont très détaillées, où c'est du pas à pas, on vous explique comment, d'une part, compiler l'application, donc générer les certificats nécessaires à la signature de l'app, générer les certificats nécessaires pour l'envoi des notifications push. Ensuite, vous récupérez votre fichier exécutable et vous l'envoyez dans les stores et vous passez par toute cette procédure de déclaration de l'appli, envoi des méta-informations, des visuels, etc. Donc, vous pouvez le faire tout seul et c'est extrêmement bien documenté. Hein. C'est pas que ce soit compliqué, mais c'est un peu long, fastidieux, il faut être rigoureux. Ou alors, vous pouvez acheter une option qui, en fait, nous délègue ce travail et vous nous donnez accès à vos comptes développeurs. Vous nous ajoutez à votre équipe, en fait, et c'est nous qui nous chargeons de tout ce processus. Voilà. Ok, et ça coûte combien, ça? Ça coûte 50 € et avec 50 €, vous avez 10 crédits de soumission, c'est-à-dire que vous avez la soumission initiale plus 9 et les mises à jour. D'accord, ok. Et c'est du one-shot, c'est pas mensuel? C'est du one-shot, tout à fait. Okay. C'est un crédit. Alors, quand je dis les mises à jour, les updates de l'appli, 90% des modifications que vous allez faire dans l'application ne vont pas nécessiter de resoumission. C'est juste quand il y a des modifications profondes ou quand il y a des ajouts dans le moteur de Goodbarber, où à ce moment-là, il est nécessaire de recompiler et d'envoyer une mise à jour. Donc, avec 10 crédits, vous êtes quand même assez pas mal. Voilà, vous êtes pas mal pour être tranquille pendant 1 à 2 ans, quoi. Bon, pour le coup, 50 €, ça va. Je dirais que ça vaut pas le coup de se faire suer et de s'amuser à le faire soi-même, quoi. Enfin, parce que vous avez l'habitude, j'imagine que vous allez vite, mais nous, on n'a pas l'habitude. J'imagine qu'on peut vite passer quelques heures sur le sujet, quoi. C'est 50 € par plateforme? Non, c'est 10 crédits pour les 2 plateformes. Pour les 2 plateformes. Pour les crédits mutualisés. Ils sont mutualisés sur les 2 plateformes. Génial. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est deux publications initiales, alors, du coup. Ouais. C'est une fois sur… ok, d'accord. Ouais. Non, ouais, très chouette. Moi, je suis assez convaincu. Je trouve ça assez cool. Il y a des cas d'usage qui sont plutôt sympas. Alors, moi, j'imagine, par exemple, un petit freelance ou une petite agence locale qui avec ça, en fait, prend l'option à 215 € par mois, en fait, et peut créer des applications pour les commerçants autant comme autant. Il y a de quoi faire un petit business assez sympa en termes de freelance avec
avec votre outil parce que ça va somme toute assez vite et puis il y a quand même pas mal de possibilités de personnalisation. Je pense qu'il y a de quoi faire des petites applications locales assez sympas, quoi. Et puis des mini sites web quelque part, plutôt que quelque part ça fait le site web aussi, quoi. Oui, si vous activez la PWA, vous avez le site aussi, hein, tout à fait. On avez les deux. On a René Vénis qui nous demande s'il faut quand même payer sa licence App Store, du coup, mais oui, j'ai compris. Oui, il faut avoir sa licence App Store, donc ça coûte 99 € par an et ça vous permet de publier plusieurs applications dans l'App Store. Et sur Google Play, ça coûte 25 $, c'est vous payez ça une fois et vous pouvez publier des applications sur le store de Google. Alors, si vous avez déjà un compte App Store, c'est très bien, on peut l'utiliser. Autre chose, si vous avez déjà une application publiée sur l'App Store et que vous voulez changer de techno, c'est-à-dire recréer l'application avec Goodbarber, c'est possible. On peut réutiliser la même signature que l'application qui est déjà sur le store, recompiler une nouvelle avec Goodbarber et envoyer la mise à jour. Et du coup, comme ça, vous ne perdez pas votre base utilisateur. Vos utilisateurs finaux, ils vont juste faire la mise à jour de l'appli via le store naturellement et ils auront la nouvelle app qui est faite avec la techno Goodbarber en fait. Ok, donc ça sera une mise à jour. Ok. Ah, c'est intéressant ça aussi. Il y avait une question, je ne sais pas si il me semble qu'on n'en a pas parlé. Il y a Olivier Isir qui dit je découvre c'est juste un constructeur et ça ne fait que du front-end, c'est ça. En fait, si j'ai bien compris, non, ça fait quand même toute une partie back aussi, parce qu'il y a toute la partie CMS, là le formulaire, les données elles sont stockées dedans, et puis même beaucoup plus parce que sur la partie e-commerce, il y a tout le process e-commerce qui est géré par Goodbarber directement. Donc en fait, non, c'est pas un front, c'est un front et un back, mais sur des trucs spécialisés en fait. Voilà, sur des choses spécialisées et pas génériques où on peut vraiment construire l'intégralité de ces process. Là, les process sont déjà fonctionnels. Alors du coup, ça fonctionne pas pour tous les use cases. Je sais pas si on veut faire une application de gestion de tâches, c'est pas fait pour ça, par exemple. Non, c'est pas adapté. Ouais, voilà, tout à fait. Mais bon, c'est pour toute la partie effectivement dont on a parlé au début. Enfin, c'est top. Il y a des capacités à faire des choses super rapidement, quoi. Ok. Alors, c'est pas encore publié sur outilnocode.com, mais on est en train d'y travailler. Il manquait quelques réponses aux questions. Du coup, on n'a pas encore pu l'afficher. Donc, on verra avec les équipes Goodbarber pour finir de compléter la fiche, Pierre, pour pouvoir mettre les éléments. J'ai mis encore une petite question. Arnaud Willis qui dit pour une marketplace. Du coup, pour une marketplace, c'est pas adapté non plus, à moins de gérer la marketplace entre guillemets à la main, quoi. Je pense que ça va être, ça va pas être optimisé. On va trouver des artifices et au final, on va perdre plus de temps que de trouver une solution. Donc non, là, l'idée plutôt que de faire une marketplace, c'est de faire en sorte que chacun ait sa boutique à lui. Je pense par exemple à des fois, il y a pas mal de commerces maintenant où il y a vous voyez, les espèces de concept stores qui sont menés par des artisans, par exemple, ensemble. Et ils vendent dans le même magasin, en fait, et puis ils tournent. Il y en a un peu partout, des trucs comme ça, c'est assez sympa. Et en fait, typiquement, quelqu'un comme ça, il pourrait avoir son application, et puis il pourrait avoir une page où ils peuvent faire des liens entre les applications ou entre les PWA pour se faire de la publicité les uns les autres, mais ils ont chacun leur environnement et chacun y paye, quoi. Alors, il y a des trucs qui seraient assez sympas comme ça. Et moi, j'avais une petite question sur les push notifications, en fait. Vous gérez directement les push notifications. On n'a pas besoin de prendre un truc à côté pour faire des abonnements, etc., pour avoir un abonnement spécifique. Non, je pense à Batch ou des trucs comme ça, quoi. C'est géré en interne dans Goodbarber. Absolument. En fait, vous rédigez votre notification. Il y a un menu dédié dans le back-office qui vous permet de rédiger votre notification, d'appliquer des critères de ciblage. Vous pouvez cibler par plateforme, par exemple, ou par notification, ok. Par utilisateur, etc. Enfin, vous avez plusieurs critères de ciblage.
Et ensuite, quand vous cliquez sur envoyer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on notifie donc Firebase pour l'envoi de notifications sur les téléphones Android et on notifie Apple via APNS, donc Apple Push Notification System, pour envoyer les notifications sur les téléphones iOS qui ont accepté de les recevoir, en fait. Voilà. Super. Et on a 250 000 push notifications par mois. Oui, là, ça dépend de l'offre que vous avez choisie, mais effectivement, il y a un quota mensuel de notifications. Il y a la possibilité d'augmenter les capacités si c'est nécessaire. Voilà, pour l'envoi des notifs. Alors bon, c'est large, quoi, hein, parce que d'ici, est-ce qu'on arrive à… Sachant que dans ce quota, toutes les notifications, je dirais, issues de workflow ne sont pas comptées. Elles sont gratuites. Par exemple, dans le commerce, quelqu'un va passer une commande. Quand le marchand va changer le statut de commande en disant elle est passée de reçu à traité ou en cours de livraison, le client reçoit une notification push. Vous voyez? Donc tout ça sont des notifications système, je dirais, qui ne sont pas incluses dans les quotas. Ouais, ok, cool. Okay. Non, mais très sympa. Très sympa. Il est 14h01. On est pas mal. Il nous reste à vous remercier tous. Hop, attends, je vais basculer comme ça. Tac, voilà. Il nous reste à remercier tout le monde. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre No-Code Crash Test. On reste dans le monde des applications mobiles puisque ce sera Zilio qui sera avec nous. Donc on va faire Zilio et après on va faire Panda Suite. Donc on fait le trio. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé si on était ciblé uniquement spécifiquement sur les éditeurs no-code français. Pas spécialement, mais en fait on s'est dit il y a quand même des solutions qui sont assez sympas. Et alors j'allais dire étrangement, je ne sais pas si c'est étrange en fait, hein, mais en fait en France on a beaucoup d'éditeurs dans le no-code. Et je pense qu'au niveau mondial, on est une des vraies grosses nations du no-code. Alors, je pense que Good Barber, au début, vous définissez certainement pas comme outil no-code, mais au fur et à mesure, en fait, peut-être aussi au fur et à mesure du développement des fonctionnalités, vous êtes complètement dedans, quoi. C'est vrai qu'au départ, ça n'existait pas. Le vocable l'appellation n'existait pas. N'existait pas. On a commencé, c'était un peu plus de 10 ans. Hein, c'était 2011, fin 2011, la première version de Good Barber, avec toujours cet objectif initial de permettre à tous de créer une appli sans connaissance technique. Ouais, tout à fait. Non, c'est cool. Moi, je trouve ça très chouette ce que vous avez fait. Donc, c'est super. Bon, merci. Claire, merci, à bientôt. À dans 2 Jérôme, Lésia, au plaisir de se croiser. Hein. Vous êtes en Corse, vous. Hein. Il va falloir qu'on traverse la mer pour venir vous voir. On Mais bon, si jamais. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.